Bien, puis on commence. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un immense plaisir de vous recevoir ce soir pour une soirée un peu particulière. Alors le CIRET a l'habitude, notamment au travers de ses symposiums, de réunir les membres et les amis de la communauté mondiale transdisciplinaire. Et ce soir, c'est une thématique un peu particulière, puisque nous allons avoir le plaisir de vous présenter le dernier ouvrage en date dans la collection Interface et transdisciplinarité que nous dirigeons au sein de chez l'éditeur L'Harmattan. Alors, quelques petits mots sur cette collection. Elle a été fondée en 2005 par Patrick Paul depuis le Brésil. Elle s'est mise donc tout de suite dans une optique, dans une visée transdisciplinaire à l'interface des différentes formes de savoir, d'où son nom, interface et transdisciplinarité au pluriel, les deux. En 2019, à la suite d'une mise en relation par Gaston Pinault, Patrick Paul me confie les clés de la boutique, en quelque sorte, en me demandant si je veux bien poursuivre ce travail d'édition que j'accepte très volontiers. Et ça prendra quand même encore un an ou deux avant que, à la suite des 14-15 premiers numéros sortis, Michel Duzert soit la première auteure avec le nouveau directeur de collection qui prenait la suite de Patrick. Alors nous avons raconté ça dans une visioconférence précédente organisée par Jean Fressine et qui se trouve sur la chaîne Siret Transdisciplinarité de YouTube que vous pouvez trouver en accès depuis le site du CIRET. Alors depuis 2019, plusieurs titres sont parus, 4 ou 5, et j'ai ressenti le besoin, à partir de la fin de l'année dernière, d'être épaulé pour cette tâche de directeur de collection, parce que en plus de président du CIRET, etc., la charge de travail éditorial d'un ouvrage est quand même quelque chose de très particulier et de très lourd. Alors, Natalia, c'est toi à qui j'avais proposé de... Au début, je t'ai dit, pitié, décharge-moi de ce fardeau, prends ma place et deviens directrice de collection à la mienne. Alors, avec cette grande modestie qui te caractérise malgré tes immenses mérites, tu as souhaité, au moins pour quelques ouvrages, que nous poursuivions ce travail ensemble. Donc actuellement, la collection est co-dirigée par Natalia et moi-même. J'avoue que c'est elle qui fait quand même le plus gros du travail, c'est-à-dire recevoir les propositions, les relations avec les auteurs, les relations avec l'éditeur. Et puis moi, je viens juste avec ma petite expérience enfin. Alors on va voir combien on a un autre ouvrage sur le point de sortir, un deuxième dans pas longtemps, et le troisième est déjà en route. Deux ouvrages sur le point de sortir, dont un de Natalia, mais tout cela feront l'objet de soirées spéciales en présence des auteurs, bien évidemment. Est-ce qu'on peut, Natalia, juste afficher, si tu veux bien, la page de l'Harmattan, si tu peux faire un partage d'écran, si tu l'as avec toi, comme ça on va regarder à quoi ça ressemble, parce que c'est bien beau de parler des choses, mais voyons-les. Alors, reviens jusqu'en haut, qu'on voit le site, s'il te plaît, de l'Harmattan. Voilà, merci beaucoup. Donc, voilà, le bandeau vert, ça, c'est vraiment caractéristique de cet auteur. Donc, il y a de très nombreuses collections. Voilà la nôtre. Et comme je disais, depuis 2005, avec un petit texte qu'on retrouve dans chacun des livres. Et donc, on est à 19 livres pour l'instant. Alors, si tu veux bien défiler un petit peu, merci beaucoup. Donc, en haut à gauche, le dernier en date marqué nouveauté qui nous réunit ce soir. Précédemment, je vais rapidement les lire. Euh, du dit du village de la parole, pardon, du dit du village à la parole de la forêt de notre secrétaire général Hubert Landier. La quantique des quantiques, alors c'est cryptique, je vous donne le sous-titre de mémoire, transdisciplinarité, transpersonnelle, transtechnologie des sciences modernes qui redécouvrent le spirituel par votre serviteur. Juste avant, nous avions la transdisciplinarité dans l'évolution de la pensée, euh,
toc, toc, toc. Et moi, Natalia, j'arrive plus à lire le nom De de notre ami. Patrick, de Patrick Paul, de Merci Patrick Paul. beaucoup. Voilà, c'est non pas c'est non pas le testament, mais c'est pour assurer la passation, hein. Patrick Paul, fondateur de la collection, et encore un petit peu en dessous, le principe de malhonnêteté rédigé par un membre du CIRET psychanalyste. Précédemment, voir la conscience de notre ami Jean-Luc Martin Lagardette, un essai philosophique, mais pas que. Transdisciplinarité et éducation du futur, c'était juste avant que je prenne, ou au tout début, que je prenne la suite de la direction de la collection. Et je crois qu'il y en a encore un de Michel Duzerte, juste en dessous, le foyer, voilà. Le moment présent comme foyer de sens, une narration, et puis je terminerai avec ça, parce que ça fait tout à fait le lien avec le sujet de Marc-Georges Klein de ce soir, par rapport à cette évolution d'interface. Donc, Michel Duzert, qui était la première que j'ai éditée à la reprise, racontait de façon à la fois théorique, pratique et très humaine son parcours. Et je crois que c'est ce que Marc-Georges s'apprêtera également à faire ce soir. Mais je laisse tout de suite la parole à Natalia pour la suite de la présentation. Merci infiniment, Monsieur Pasquier. Et je me présente très brièvement parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. C'est Natalia Abdel Fattah, docteur en lettres. J'enseigne actuellement au Liban, notamment à l'Académie militaire et à l'Université Jinan. Je travaille également comme experte curriculaire auprès du CRDP libanais. Et mes travaux adoptent une approche transdisciplinaire à la croisée de la littérature, la philosophie, l'éducation, la traduction, la psychologie des profondeurs, la métapolitique et l'art. Et j'ai maintenant le très grand plaisir de présenter l'auteur et son livre avant de lui laisser pleinement la parole. Marc-Georges Klein est Juste, docteur, Natalia, oui, je précise que tu as rejoint le conseil d'administration du CIRET depuis quelques mois oui, et que oui. entre nous, nous t'appelons notre archange tombé du ciel parce que tu Merci. apportes par tes connaissances, ta force de travail et tes idées. Depuis que tu es là, le CIRET rayonne plus que jamais. C'est un véritable bonheur. Voilà, je ne pouvais pas passer à côté de cette louange devant nos amis ce soir présents. Merci du fond du cœur, du fond du cœur. Et alors, je reviens à notre auteur et à son ouvrage. Marc-Georges Klein est docteur en études théâtrales. Il est chercheur, metteur en scène et pédagogue avec un travail particulièrement marqué par le théâtre physique, le mouvement et la présence scénique, les pratiques d'éducation interculturelle et une longue expérience au Mexique où il réside depuis 2005. Son ouvrage Les Clés des champs, cahier d'un retour au jardin d'origine, publié dans notre collection Interface et transdisciplinarité chez l'Harmattan, avec une préface de Marc Zamit et une postface de Domingo Adame, est un texte singulier par sa forme comme par ses enjeux. Ce livre se présente comme un cahier de traversée à la fois personnel, théorique et poétique. Il interroge les identités imposées, les frontières culturelles, le rapport à la terre, à la mémoire et aux cultures originaires. Sa force tient aussi à une transdisciplinarité vécue, un passage entre les langues, les lieux, les savoirs, les mémoires et les formes de pensée. Je ne vais pas en dire davantage afin de laisser toute sa place à l'auteur. Cher Monsieur Klein, merci d'être avec nous ce soir. Je vous propose maintenant de nous parler de la jeunesse de ce livre, de son cheminement et des questions qui l'ont porté. La parole est à vous. Monsieur Klein, votre micro est Merci beaucoup, désactivé. Nathalie. Voilà. Suis-je réactivé? Oui, bon. Merci beaucoup, Natalia. Évidemment, je suis très, très ému et très embêté parce que l'auteur est le moins bien placé pour parler de son texte. Et j'aimerais surtout entendre parler un lecteur ou une lectrice, comme vous avez commencé à le faire si bellement, puisque finalement, c'est le lecteur et la lectrice qui ont le dernier mot du livre. D'abord, il faut que je remercie Tsirette. Il faut que je remercie
vraiment, vraiment très chaleureusement, aussi bien Florent que vous, Natalia, qui non seulement m'avait accueilli, mais surtout m'avait accompagné dans le labyrinthe des allers-retours entre l'auteur et l'éditeur. Alors c'est vous qui avez assuré l'interface, du coup. Le mot interface est bien. Je n'aurais jamais été capable seul de venir à bout de la somme de détails qu'il y a à résoudre et à décider jusqu'à en arriver à la production finale du livre. Donc voilà, et aussi donner un immense merci à Domingo Adame qui est ici. Hola Domingo, te agradezco muy, muy, muy profundamente, et qui m'a fait le plaisir et l'honneur d'écrire un texte ne me connaissant pas, qui apparaît comme postface, et de remercier aussi Marc Zamit, qui en principe nous rejoindra un peu plus tard, qui a écrit une très belle page aussi, qui apparaît comme préface du bouquin. Alors la genèse, ben, c'est difficile de parler de la genèse parce que la mémoire transforme les choses. J'allais vous dire, je ne sais plus, mais non, je vais quand même me retrancher derrière une citation de mes maîtres Deleuze et Guattari, et puis je vais vous le lire. Un livre n'a pas d'objet ni de sujet. Il est fait de matière diversement formée, de dates et de vitesses très différentes. Il y a des lignes d'articulation ou de segmentarité, des strates, des territorialités, terme qui a pour moi beaucoup de sens, mais aussi des lignes de fuite, des mouvements de déterritorialisation et de déstratification, qui sont des termes qui pour moi aussi ont beaucoup de sens. Et enfin, dit Deleuze, un livre est une multiplicité. Alors, c'est pas du tout un livre qu'on écrit parce qu'on se dit, tiens, je vais écrire un livre sur ce thème, et puis alors il va commencer comme ça, et il va finir comme ça. C'est au contraire un assemblage, alors là c'est encore un terme, un arrangement, on va dire encore un terme de Deleuze, hein. C'est un assemblage, c'est un arrangement, un dispositif fait d'éléments variés, d'origines variées, multiples et différenciés en géographie et en histoire. Alors il y a toujours une petite histoire derrière un bouquin, là la petite histoire c'est dans les années 2021 si je ne m'abuse. Euh, j'ai participé parce que ça me passionnait depuis ma découverte de tout ce qu'implique la production agroécologique, et notamment dans des pays comme le Mexique, où c'est une question de vie ou de mort. Donc, je me suis beaucoup intéressé aux questions d'agroécologie et je suis devenu participant d'une formation, donc diplômante, euh, dont l'organisation appartient à une association installée au Chiapas, où j'ai vécu 10 ans. Et donc, dans le cadre de cette formation, j'étais amené à pondre un texte. Et ben, il m'est venu le titre de l'œuvre La clé des champs, donc que vous connaissez bien. Mais je pensais d'ailleurs l'utiliser comme titre et en présenter une reproduction en page de titre de l'ouvrage. Eh bien, figurez-vous que les droits sont réservés. Vous ne voyez pas apparaître l'image de l'œuvre de notre grand belge surréaliste, mais vous en voyez une autre. Mais ça, je vous raconterai tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'était de parler de ce qu'est pour moi la diversité. Un grand choc a été de me rendre compte, au Mexique particulièrement, que les pays dans lesquels la diversité bio-agricole ou la biodiversité est la plus grande sont aussi les pays dans lesquels la diversité culturelle est la plus grande. C'est notamment le cas du Mexique. Alors là, c'est vraiment un point qui pour moi a fait tilt et j'ai participé à beaucoup de formations dans le cadre d'un collectif de travail justement pour l'éducation interculturelle. On ne disait pas encore transculturel. Aujourd'hui, on dirait peut-être plutôt transculturel. C'était interculturel et c'était surtout un combat pour faire reconnaître les droits en termes d'éducation des peuples originaires dits indigènes qui sont profondément méprisés jusqu'aujourd'hui malheureusement encore par le système éducatif mexicain. Donc pour moi, la diversité, c'est la diversité des diversités, c'est la diversité organique, c'est la diversité culturelle, c'est la diversité intellectuelle, c'est évidemment la diversité des options personnelles, de genre, mais aussi d'identité, etc., etc. Et la figure maîtresse, on pourrait dire l'image dans le tapis de la diversité, bien évidemment, c'est celle d'un jardin. Alors, comme dans un jardin un peu fou,
ben, le texte, il est un peu fou, et il y a des plantes de toutes sortes et de toutes espèces et de toute origine. C'est un livre qui, j'espère, n'a ni début ni fin, mais une organisation circulaire, c'est-à-dire non pas une succession linéaire d'un chapitre à l'autre, mais une disposition circulaire de 10. Allez, on va encore citer Deleuze, on va dire de 10 plateaux, ou de 10 états, ou de 10 moments, qui fonctionnent bouquet. Encore une chorale, et ça renvoie encore au jardin. Donc, c'est fabriqué à partir d'un prétexte très défini en langue espagnole, dans le contexte d'une formation au Mexique, en référence à mon expérience, notamment de 10 ans au Chiapas, qui a été un bouleversement. Et puis alors, il y a plein d'éléments qui sont venus s'ajouter, comme parfois, il y a des plantes qui poussent dans votre jardin que vous n'avez jamais plantées, tout simplement parce que les graines ont eu la chance de voler et de trouver un terrain fertile quelque part. Donc, il y a des tas de pièces comme ça qui se sont rajoutées, dont certaines ont été écrites tout récemment et d'autres plus anciennement. Il y a des pièces qui sont passées de l'espagnol au français, d'autres qui sont passées du français à l'espagnol et qui sont retournées de l'espagnol au français, et certaines enfin qui se sont écrites en français. Le fil rouge étant toujours la diversité, ou un entrelac de fils, l'image dans le tapis étant la diversité. Et pour moi, la diversité, ça implique un engagement, un combat, une résistance. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un vœu pieux ou une déclaration fleurie en faveur d'eux, c'est un combat pour que survivent ceux qui aujourd'hui est en danger de mort, aussi bien en termes d'humanité qu'en termes de contexte vivant de l'humanité, c'est-à-dire en termes écologiques ou en termes d'écosystèmes ou en termes de planète. C'est-à-dire que toutes les formes de vie aujourd'hui sur la planète sont en danger d'extinction. Alors pour moi, la diversité, c'est la reconnaissance, non pas de l'altérité, mais de l'autreté. Je reprends le terme autreté, notamment de Octavio Paz, qui dit c'est la otredad en espagnol. L'altérité, c'est facile, c'est simplement reconnaître l'alter ego, c'est-à-dire que mon prochain me ressemble, je me reconnais facilement en lui. Mais mon non prochain, ce serait qui? Celui qui ne serait pas mon alter ego, mais réellement différent de moi, réellement autre. Il y a une expression en espagnol, on dit, euh, pour exprimer l'empathie, c'est une belle expression, on dit ponerse los zapatos del otro. Il faut être capable de se chausser, de se mettre les chaussures de l'autre. Mais quand l'autre n'a pas les mêmes pieds que vous, ou quand l'autre peut-être n'a pas de pieds du tout, comment est-ce que vous mettez les chaussures de l'autre? Non, il ne s'agit pas de ça du tout. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance en miroir. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus difficile, de beaucoup plus ardu, de quelque chose qui n'a pas de récompense, qui est la reconnaissance sans connaissance de l'autre comme autre. C'est ça qu'implique pour moi la diversité. Alors ça, évidemment, ça traverse tous les niveaux de l'existence et ça traverse aussi les genres littéraires, ce qui donne une espèce de texte en patchwork dans lequel je pioche, je travaille à la fois depuis le poétique, le biographique, le politique, le linguistique, l'historique, etc. Et pour terminer, ben évidemment, je ne peux pas éviter de citer le magnifique mot d'ordre de nos amis zapatistes du Chiapas, du sud-est du Mexique, construire un monde où puissent coexister de multiples mondes. Construire un monde dans lequel puissent coexister de multiples mondes. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, et je vous rends la parole parce que j'aurais d'autres choses à dire, mais vraiment, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de vous entendre que de m'entendre parler moi-même. Natalia. Merci infiniment, Monsieur Klein. Et j'aimerais dire que j'avais le très grand plaisir de travailler sur votre ouvrage. J'ai découvert que nous avons beaucoup de références en commun. Et alors, j'aimerais bien m'exprimer, mais j'aimerais d'abord donner la parole euh, au préfacier, Monsieur Marc Zamit. Monsieur Marc, bonsoir, Vous m'entendez? bienvenue. Ah, Oui, oui, bonjour, bonjour. très bien. J'essaye de me connecter depuis tout à l'heure, mais bah oui, alors, mais je ne sais pas ce que je peux dire. Vous parlez tellement bien que bonjour à tous. Euh, mais dites-moi alors, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Marc, vous m'avez écrit un texte sans me connaître, si merveilleux et si émouvant. Je veux vraiment vous remercier publiquement. Tout ce que vous avez, les mots que vous avez trouvés pour parler de mon texte sont beaucoup plus intéressants que tout ce que j'ai écrit. Ah bon, bon. Il faut changer le titre alors.
de Changeons le l'ouvrage. titre, oui. Écoutez, je suis très ému de vous rencontrer à travers toutes ces machines dont je n'ai pas beaucoup l'habitude. Et que je trouve que l'idée de cette rencontre par visio est magnifique, puisqu'on ne peut pas se rejoindre physiquement. Bon, j'étais complètement débordé par votre livre qui aborde tellement, tellement de choses. Et c'est les croisements qui sont surtout les frottements entre toutes les aspects de votre travail qui suscitent quelque chose qui là est assez indéfinissable. Euh, Moi, je suis resté avec deux questions et que je voudrais vous poser. Donc, euh, il y a, vous abordez beaucoup de choses, mais il y a une chose qui, moi, m'est totalement inconnue, c'est quand vous parlez de l'approche Maya de votre travail théâtral. Peut-être pas que théâtral d'ailleurs. Et ça, c'est une grande interrogation pour moi, parce que tout le rapport au corps que vous interpellez comme ça, je crois que c'est un rapport qu'on ne connaît pas, tout simplement. On est ignorant de cette dimension-là. En Occident, tout ce qui touche au mime, à la corporalité, etc., me semble en fait très bavard. Et je ne pense pas que ça soit de ça dont vous avez parlé. Euh, il me semble, alors je dis tout ça avec des pincettes, mais il me semble que, par exemple, le travail de Grotowski, qui a été, et puis de tant d'autres à son époque, mais qui a été très investi dans cette relation au corps, mais elle renvoie à une dimension psychologique très forte, mais psychologique quand même, et qui me paraît étrangère à ce que j'ai pu percevoir de ce que vous évoquez. Et voilà, donc vous nous mettez là devant une inconnue, un inconnu, et peut-être qu'il peut se résoudre si on voit votre travail, vos spectacles. Mais sans ça, je ne sais pas de quoi vous parlez vraiment. Et en même temps, cette ignorance appelle beaucoup de questions, beaucoup de désirs. Et peut-être qu'elle va aussi avec, ou alors c'est deux questions séparées, je ne sais pas, mais je comprends que vous avez beaucoup travaillé avec les gens les plus démunis, ce qui est quand même bon, très singulier. Et pourquoi ce choix? C'est évidemment pas par hasard, et, et c'est quand même. Enfin, nous, on est quand même habitués en France, particulièrement, à avoir une sorte de plastron, d'honneur, de compétence, d'excellence. Et là, vous ouvrez une porte qui nous amène sur l'autre monde qui, lui, n'a pas toutes ces garanties d'existence. On dit que c'est pas, il est pas scellé, il n'est pas patenté, il est pas, voilà. Alors c'est un peu, moi j'ai l'impression que c'est parmi toutes les questions que soulève votre ouvrage, c'est les deux questions qui moi m'interrogent le plus. Bien. Je vais demander à Natalia et à Florent de combien d'heures nous disposons, parce que là, Marc, vous m'engagez dans un dialogue qui pourrait durer vraiment très longtemps. Il va falloir absolument que nous trouvions le moyen de dialoguer directement, hein. Et D'accord. permettez-moi de saluer mon ami Patrice, permettez-moi de saluer mon amie Véronica, que je n'avais pas salué auparavant, et je vois aussi que sont quelque part mes amis Charlotte et Alain depuis le sud de la France. Et c'est très émouvant de voir apparaître à cette occasion des personnes que j'aime beaucoup et que je n'ai pas vues depuis bien longtemps en chair et en os. Alors, pour faire court, c'est vraiment difficile, Marc, parce que vous m'embarquez sur trois directions qui se sont croisées ou heurtées ou entrechoquées ou entremêlées ou tissées qui sont
ma pratique du théâtre, de ce que moi j'appelle le théâtre physique, le théâtre du corps. En espagnol, je dis cuerpo y silla, jeu de mots qui ne fonctionne pas vraiment en français. Euh, le travail avec des populations marginalisées, on dira, et ma rencontre avec le monde maya. Alors effectivement, tout ça se catapulte et se tresse, mais pas de manière simple ni évidente. J'ai envie de commencer par la question du théâtre. Moi, j'ai une formation tout à fait académique de théâtre, jusqu'à mes études au sein de l'Institut d'études théâtrales de l'Université de Paris 3. Donc pour moi, pendant très très longtemps, le théâtre, c'était les textes de théâtre, servis par les gens de théâtre. Et puis, au fur et à mesure des rencontres et des expériences, j'en suis arrivé à une vision et à une pratique de moins en moins littéraire, de moins en moins psychologique, de moins en moins académique et de plus en plus ancré à ce qu'on appellerait aujourd'hui les fondamentaux, c'est-à-dire au corps dans l'espace, à la présence du et des corps dans l'espace qui est lui-même un corps. Donc évidemment, d'une certaine manière, un rapprochement avec ce qu'exprime Artaud, mais ce qu'exprime Artaud est très très difficile à figurer dans la concrétude des actes. Bon, Artaud n'a pas laissé en réalité de méthodologie de travail. Bref, euh, donc ce travail-là, c'est d'une certaine manière une façon de se déprendre du pouvoir exorbitant du langage, oui, de la domination du verbe sur les autres modes d'intelligence et les autres modes d'expression. Alors, quand je parle d'autres modes d'expression et quand je parle du corps, je ne parle pas non plus d'expression corporelle, je dis qu'il y a une multiplicité de modes de communication corporelle qui sont irréductibles aux modélisations de la représentation et de l'expression d'origine linguistique et sémiologique ou sémiotique. Le corps ne fait pas des signes. Le corps communique par d'autres chemins, mais qui ne sont pas réductibles à la vision linguistico-sémiologique ou sémiotique. Bon, ça c'est une chose. Et donc le corps, c'est ce qui parle quand le reste ne parle pas. Le corps, c'est ce qui est présent quand le reste est effacé. Le corps, c'est éventuellement ce qui est là quand bien d'autres fonctions ne sont plus opérantes ou opératives. Donc, en effet, le corps des personnes discapacitadas, on dirait en espagnol, on dit plus aujourd'hui, on dira aujourd'hui avec des capacités différentes. Euh, le corps, dans sa présence et dans son absence à la fois, c'est ce qui est absolument irréductible aux codes établis. Ou en tout cas, c'est le reste qui échappe quand même au travail des codes établis. Alors, pour moi, il y a une connexion évidente entre cette vision-là du théâtre, totalement, cette vision anti-académique, on va dire, anti-littéraire et anti-psychologique du théâtre, et le fait de travailler avec des populations que je n'appellerai pas les démunis, parce qu'ils peuvent être plus munis que les nantis, hein, ou que, culturellement parlant, les populations éloignées des circuits culturels dominants, ou les populations exclues des circuits socio-culturels dominants, ce qu'on appelait gentiment les jeunes en difficulté, les personnes qui ont réussi à échapper à la prison ou qui y sont, ou qui en sont sorties, les populations marginalisées de toutes sortes. Et c'est vrai que j'ai été amené au sein d'une compagnie école qui s'appelle Compagnie école du théâtre du fil, qui existe toujours, à travailler beaucoup, beaucoup en prison. Alors la proposition était bien folle, c'est que nous avions une courte semaine, 5 jours peu d'heures de travail par jour, pour essayer de construire quelque chose avec un groupe de jeunes ou de moins jeunes détenus. Eh bien, j'ai jamais eu le sentiment d'être en face de personnes démunies. Et évidemment, les gens te posent la question, les gens te disent, mais que diable viens-tu faire avec nous? Enfin, est-ce que tu es envoyé par les flics? Est-ce que tu es envoyé par l'Église? Enfin, et à juste titre, on te pose la question. Ben non, je suis là parce que je suis tellement curieux de théâtre et que le théâtre se fait de tout bois, qu'on m'a donné l'opportunité d'essayer d'en faire ici et j'ai pas pu résister à la tentation. C'est vraiment ce que j'ai prouvé, hein. On m'a dit, est-ce que tu veux essayer de travailler en prison? C'était un cadeau qu'on me faisait. Et en effet, travailler en prison, je vous le dis sans embâge, ça a été un des plus grands bouleversements de ma vie. Et ce qu'ont apporté ces non-acteurs, qui très souvent sont des corps sans voix, des corps sans langage, des corps auxquels on a coupé la parole, littéralement,
eh bien, est absolument bouleversant. Alors, je dis toujours, bon, que ça s'appelle théâtre ou pas, on s'en fiche absolument. Je reprends une boutade de Brecht. Brecht disait, écoutez, si c'est pas du théâtre, appelons-le théâtre, puis et ne prenons plus la tête à ce propos. Donc c'est un peu la même chose, que ça s'appelle du théâtre ou non, peu nous importe. Et alors le monde Maya, j'y suis tombé il y a un peu plus de 20 ans, il y a 21 ans, je suis tombé tout droit de Paris en passant par Barcelone. Bon, Barcelone, c'était pas vraiment une antichambre très éclairante, et ça a été un grand bouleversement pour moi. Là, on ne peut pas dire que les peuples mayas d'aujourd'hui sont des peuples qui aient perdu la parole. C'est fou, figurez-vous que même au Chiapas, à San Cristobal, une personne un jour me demande, mais attendez, mais les Mayas ils existent encore? Alors qu'elle était entourée de personnes provenant de diverses communautés indigènes mayas du Chiapas qui ont réussi à travers 5 siècles quand même d'écrasement, qui ont réussi à maintenir quelque chose d'essentiel de leur culture, évidemment à travers tous les accommodements, toutes les ruses et tous les syncrétismes, pour employer le mot à la mode. Mais la rencontre avec le monde maya n'est pas directement liée à mon expérience théâtrale. Ce qui, si, est directement lié à mon expérience, c'est la communication, à mon expérience théâtrale. C'est encore une fois une situation de communication avec non seulement une autre culture ou d'autres cultures. Et là, il faut employer des mots un peu savants, je vous prie de m'en excuser, c'est les mots épistémologie et épistémé ou épistémie ou épistémique. Euh, la rencontre entre une vision épistémologique et une autre, c'est pas compliqué, c'est pas très difficile. Ça appartient à la même, au même fond épistémique, c'est-à-dire au même fond qui régit l'ensemble des perceptions, des pensées, des représentations et des symbolisations d'un ensemble culturel donné dans un temps et dans un espace donné. Ce qui se passe quand vous rencontrez les peuples mayas comme d'autres, c'est une rencontre interépistémique, c'est-à-dire que le fond, tout le fond qui alimente votre manière de percevoir, de vivre, de voir, de goûter, de penser et d'interpréter le monde est totalement mise en question ou mise au défi. Alors, par exemple, j'étais complètement bouleversé par ce que j'appelle, je ne suis pas le seul à utiliser cette expression, rassurez-vous, le penser en image. Le penser en image tel qu'il apparaît notamment, évidemment, dans ces documents bouleversants que sont les quelques mal nommés codex qu'on a conservés. Il y en a 4, et c'est la présence absolument bouleversante de la catégorie de la vision ou de la visualité dans un texte. C'est la force. Alors, j'ai essayé d'écrire ce que je pouvais en entendre comme je pouvais entendre sur évidemment toutes les références que je pouvais trouver. Mais le plus important, c'est pas les choses savantes qu'on peut en dire. Le plus important, c'est ce qui reste de ce bouleversement face à une écriture du corps qui demeure imprégnée dans ces manuscrits qui sont le seul héritage de la culture maya mal dite préhispanique. Mais c'est un autre thème et ça nous prendrait des heures. Alors effectivement, tout ça, ça fait des tresses dans mon existence et j'essaye de tracer des ponts aussi entre des plateaux, entre des niveaux, ou entre des états, ou entre des planètes, euh, en prenant les risques que ça implique. Voilà. C'est un tout petit début de réponse, mon cher Marc, pour Oui, vous dire qu'il faut absolument qu'on trouve le moyen de converser très longuement. très volontiers, très volontiers. Merci beaucoup, Monsieur Zamit, pour ce beau regard porté sur l'ouvrage et merci, Monsieur Klein, pour vos éclaircissements. La présence conjointe de Monsieur Zamit en préface et de Monsieur Adamé en postface encadre l'ouvrage entre deux regards complémentaires, celui d'un homme de théâtre attentif à la parole, au corps et à la présence scénique, et celui d'un chercheur pour qui le théâtre dialogue pleinement avec la transdisciplinarité, la communauté et les savoirs vivant. J'aimerais maintenant donner la parole à Monsieur Domingo Adame. Merci, merci Natalia. Je suis très content d'être dans la présence de vous, de tous les gens qui ont assisté à cette présentation.
Et je vais remercier aussi à Marc, à Marc Georges pour m'inviter à écrire, non, quelques mots sur son ouvrage qui m'est apparu vraiment très, très important. Pas seulement pour le théâtre, non, parce que justement, non, l'intention transdisciplinaire est d'aller au-delà, non, de la discipline. Alors, le voyage que Marc nous invite à faire euh, avec son ouvrage est vraiment un voyage très, très apassionnant, non? Je, je voudrais emphasiser pour mettre l'attention sur trois idées, trois concepts que pour moi sont vraiment importants dans ce texte. La, la présence, la présence, la, la différence et la affectivité. Et je vais commencer avec l'affectivité, non? Parce que c'est peut-être le concept qui me connecte avec la transdisciplinarité, parce que Nicolescu nous rappelle, non, que c'est important de faire le lien entre effectivité et affectivité pour mieux comprendre la réalité. Alors, Marc, je sens que il met l'attention d'une manière très, très poderosa, potente, avec l'affectivité, non? Eh, et c'est l'invitation de travailler pour construire un monde où l'amour soit le plus important, non? Alors, l'affectivité, ce n'est pas seulement important pour le théâtre, parce que le théâtre, c'est, pour commencer, le théâtre, c'est produit justement de l'affectivité. Si, si n'existait pas l'affectivité, serait impossible de faire connexion entre un être humain et l'autre, non? Alors, si le théâtre ne met son point de départ dans l'affectivité, c'est vraiment un théâtre qui no, no peut, no peut dire que c'est une expérience humaine. Y eh, cet aspect me connecte avec notre cultures originaires au Mexique, non? Tous les, tous les peuples indígenas de Mexique ont une connexion profonde entre Oui, la affectivité, la rationalité, la corporalité. Y je, je peux affirmer, ¿no? que c'est una unité, ¿no? En las comunidades indígenas, ces trois aspects sont oui, très, très importants. Eh, la, la différence, non? Au Mexique, la différence, effectivement, c'est notable, non? Nous vivons dans un pays où les différentes cultures, les différentes langues, euh, les différentes réalités économiques, non? Et, et sont vraiment un défi pour
pour la convivenza, no? Y cómo la cuestión es, cómo sé que avec toutes ces grandes différences que nous avons, no? Nous sommes maintenant un pays qui a vraiment construit une culture qui est vraiment, pour dire simplement, no? Una culture qui peut se soutenir, no? Par soi-même, no? Alors, c'est la autre question, no? Ça, affectivité, diversité, et j'ai dit, ah bon, la présence que j'ai parlé déjà, no? Ces trois éléments sont pour moi les plus importants qui distinguent les travaux de Marc, no? Et pour le moment, je me arrête ici, no? Et peut-être je vais écouter à Marc si elle veut me faire quelques questions, no sé. Oui, je reprendrai avec plaisir. Je ne sais pas si le microphone est branché. C'est bon, on t'entend. Allô? On t'entend, tu peux poursuivre. Y pues, estimado Domingo, te agradezco muchísimo, muchísimo por tus palabras, así como te agradezco por lo que me escribiste. Grand, grand, grand merci, Domingo. L'affectivité, c'est un terme qui résonne très, très fort pour moi. Je voudrais, pour nos amis francophones, mentionner au moins un titre d'un ouvrage très important, qui pour moi était très, très, très important, en espagnol, qui est le titre Affectividad ambiental, affectivité ambientale. Comment dit-on en français pour ambiental? De l'ambiance peut-être, mais je suis pas sûr. C'est un terme absolument horrible, c'est le terme d'environnement. Et Omar Felipe Giraldo et sa compagne, qui sont les auteurs de ce texte, évoquent de manière extrêmement, extrêmement profonde la question du lien non seulement organique, non seulement économique, non seulement philosophique, spirituel, de l'humain avec les autres formes de vie et avec ce qu'on appellerait l'écosystème, mais du lien affectif. Et pour moi, ça renvoie à une autre expression qui est absolument vitale, qui pour moi est fondamentale, en espagnol, qui est l'usage du verbe sentipensar, mal traduit en français parce qu'on y met un tiret, sentir, penser, alors que c'est justement un mot valise dans lequel on ne sépare pas le sentir du penser. Alors le verbe sentipensar, il a une longue histoire. Il a été utilisé, je crois, en premier lieu par le sociologue colombien Falsborda. Il a été repris ensuite par d'autres. Et en fait, Falsborda explique que c'est pas un théoricien qui l'a inventé, c'est simplement qu'il s'est trouvé un jour à donner une entrevue ou enregistrer une entrevue avec, je crois des pêcheurs de Colombie, et un de ces pêcheurs lui dit, mais c'est pas compliqué, il faut apprendre à penser avec le cœur et à sentir avec le cerveau, ce que font tous les animaux qui nous entourent, et seuls les humains ont perdu la capacité de cette connexion-là. Sentipensar, difficilement traduit en français, et c'est pas simplement un problème de traduction, c'est un problème d'intégration. Combien il est difficile d'intégrer depuis l'épistémé occidentale, précisément, la connexion profonde et l'unité profonde entre sentir entre sentir et penser, telle que, comme le souligne Domingo, telle que on peut l'éprouver dans la vie quotidienne et à chaque instant dans la rencontre avec les peuples dits originaires. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, évidemment, c'est renvoyer à l'affectivité au théâtre. Alors là, c'est toute la tradition d'Artaud. Hein. C'est Artaud qui parle de l'athlète affectif au théâtre. Dans l'idée, pour moi, l'idée, c'est que la vie émotionnelle est le grand secret
enfouie dans le corps. Et que très souvent, c'est la vérité émotionnelle, c'est ce qu'écrase le mensonge du discours et le mensonge du langage. Et que ce qui est le plus fascinant dans le travail théâtral, c'est justement de retrouver ou de réactiver la mémoire émotionnelle qui est inscrite dans le corps. Et à partir de ça, de retrouver des formes de connexion entre le corps de l'acteur et le corps de l'autre acteur, mais aussi entre le corps de l'acteur et le corps des objets, entre le corps de l'espace, et finalement un mode de communication avec ce qu'on appelle le public, qui échappe à l'écrasement par le discours. Voilà, ça ferait là aussi avec Domingo. Espero que tengamos una oportunidad de encontrarnos y hablar directamente, ya que estamos viviendo en el mismo país. Y la verdad me gustaría muchísimo, muchísimo que tuviéramos esta oportunidad. J'espère, Domingo, que nous aurons prochainement l'occasion de parler directement de vive voix, comme on dit, ensemble de ces questions. Pour moi aussi, sera un grand plaisir de parler avec toi directement. Et je vais souligner quelque chose, non? Parce que ce change, le change épistémologique, non? Que tu as expérimenté, pour moi, c'est très, très important. Parce que tu as été formé dans une épistémologie occidentale, non? Spécialement dans toute la vision du théâtre, la théorie du théâtre, c'est la théorie occidentale, que c'est important, bien sûr, non? C'est important. Mais pour pénétrer dans les cultures des peuples originaires, des peuples indígenas, non? Maya, Tarasco, Purépecha, non? À Michoacán, non? C'est nécessaire de faire un changement, non? Épistémique. Et tu l'as fait, je pense que tu l'as fait, et c'est pour ça que tu parles d'habiter, non? Dans un jardin, non? Ouvert, qui est précis de trouver beaucoup de clés, non? Pas seulement une clé, la clé de la occidentale, les clés. Non, 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 non. Beaucoup de clés, non? Et c'est formidable, cette aperture que tu nous proposes. Merci, merci, Marc. Le agradezco mucho a ti, amigo Domingo, mais je dois dire que nous sommes condamnés à l'humilité parce que le changement épistémique, ce n'est qu'un effort inachevable, me semble-t-il. Et je vais vous dire, pour moi, un des moments détonateurs, c'était au Chiapas, il y a 15 ans déjà, au moins, quand un ami d'origine maya tzeltal me dit, écoute, Marc, si tu veux comprendre quelque chose, il faut que tu apprennes à penser en images. Que tu apprennes à penser en images. Là, ça me renvoie encore une fois à la puissance bouleversante du système d'écriture glyphique dans les manuscrits. Alors, qu'est-ce que c'est que penser en images? J'ai été baigné dans le langage, j'ai appris à penser avec des mots, c'est-à-dire dans l'ordre linéaire de la succession des phonèmes, des mots et des phrases, et des paragraphes et des textes. Donc, j'ai appris à penser dans la liaison unilatérale et non pas dans la simultanéité. J'ai appris à penser et à m'exprimer de manière non spatiale et de manière non visuelle, sinon beaucoup plus auditive. J'entends les philosophes, quelques philosophes dont je me souviens, ou lesquels écrivains, ils sont dans ma tête, leurs textes me parlent, je ne les vois pas. Alors qu'est-ce que c'est que ce penser en image? Je dis c'est un apprentissage qui m'occupera sans doute encore jusqu'à la fin de ma vie, que j'espère pas très proche. Mais il faut être très très modeste là-dessus. Et justement, quand tu dis, Domingo, les clés, la clé ou les clés, c'est un de mes accompagnants au Chiapas qui m'a dit, tu sais, il faut pas dire la clé des champs, il faut dire les clés des champs parce qu'il y en a nécessairement plusieurs. Avec une clé, on n'ouvre qu'une porte où elle peut rouiller, mais il y a beaucoup de portes à ouvrir et pour ça, il faut beaucoup de clés. Et alors, c'est peut-être pas la clé des champs d'ailleurs, ou les clés des champs, c'est peut-être les champs qui sont la clé de quelque chose ou les clés de quelque chose. Donc, hommage à Magritte, dont c'est l'œuvre célèbre, la clé des champs. Je voulais d'abord reproduire cette image parce qu'elle est belle. C'est une vitre brisée.
Et de l'intérieur, à travers la vitre brisée, on voit les champs, on voit la campagne, on voit les cultures, on voit les arbres, ce que vous voulez. Mais il faut donc avoir brisé une vitre. Il faut peut-être un geste de violence. Sinon, vers l'extérieur, du moins sur soi-même. Il faut une certaine forme de violence pour briser une certaine vitre, pour réellement entrer en contact peut-être avec ce que sont réellement les champs. Encore que c'est peut-être encore une illusion, il y a peut-être une autre vitre encore à briser, avec une clé plus lourde encore. Il faut donner des coups de clé, plutôt des coups de clé pour briser les vitres que d'essayer de manipuler les clés pour entrer dans les serrures, je crois, pour avoir accès à la présence. Et c'est là que je rejoins, Domingo, ce que tu soulignais, le mot présence. Pour moi, la question ce n'est pas de sortir du monde de la représentation et de l'univers symbolique, nous ne pouvons pas, mais c'est de ne pas permettre que cet ordre de la représentation, l'univers symbolique, nous prive définitivement, nous mutile définitivement de la présence. Donc la présence est à reconstruire, à réinventer, à retrouver ou à renier, en dépit de la puissance de l'univers symbolique et donc de la représentation. Derrière, alors je ne veux pas entrer dans un débat philosophique, attraper Derrida par la queue, non, 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 c'est trop compliqué pour le moment, c'est pas le moment. On demanderait peut-être à Mariana de nous faire une conférence à ce sujet. Mais je sais bien qu'il y a une mythologie aussi, une idéologie, une mythologie de la représentation, une métaphysique de la représentation, et il y a une métaphysique de la présence. Donc, point de l'une comme point de l'autre, mais essayons de retrouver plus humblement quelque chose de la relation à la présence, au travers d'eux, ayant dépit du poids de l'ordre symbolique, de l'ordre du code et de l'ordre de la représentation. Et le théâtre, c'est ça. Ça ne peut pas être autre chose. Bien, Je bien, suis bien. Eh ben, d'accord. écoutez, merci. Je me permets de reprendre la parole après ces échanges extrêmement intéressants et avant de la redonner à l'Assemblée, je vais me permettre d'apporter quelques petits éléments complémentaires pour mieux faire connaissance avec ton ouvrage, qui pourrait être offert d'ailleurs aux adhérents actifs de 2026, hein, puisque, petite pub, l'adhésion au CIRET donne droit à recevoir un livre sous format papier ou numérique des auteurs qui nous font l'honneur de venir enrichir au fur et à mesure notre collection. Alors, ces éléments sont les suivants. Tu as parlé de reproduction d'images, et c'est vrai qu'on a le grand plaisir, en parcourant ton œuvre, tu n'as pas été avare de reproduction de toutes sortes, que ce soit des photos, que ce soit des images, que ce soit des couvertures de livres, euh, etc. Donc, c'est un ouvrage qui est également très riche de ce point de vue-là, qui atteint presque les 200 pages, et dont je vais, pour clore mon intervention et avant de passer la parole à la salle, je vais me permettre d'énumérer tes 20 chapitres de ton sommaire qui vont permettre de donner une idée de la richesse et de la largeur de tout ce que tu nous offres au travers de ton ouvrage. Alors, après une préface et un préambule, nous avons les chapitres suivants. Je ne vais pas dire les numéros, je vais juste les lire. Rue des Jardins, jadis, là-bas. Repaganisation. Un jardin où trouve place de multiples jardins. Rhizome. Épistémé de la modernité. Mais à jamais, mai 68. De la colonialité. Vous avez entendu? Qui est le sauvage de qui? Cannes ou la figure tutélaire. Hunnalhe ou la sémiosphère du maïs. Du penser en image ou quand le figural hante le scriptural. Remords tardif ou plus jamais les fleurs ne repoussèrent. Donner lieu à l'autre en tous ses états. Ni Einstein sans la milpa, ni la milpa sans Einstein, le milpa, le maïs. Souveraineté alimentaire, habiter amoureusement le monde, toucher à nouveau terre, de sagesse nomade, rue des Jardins, ici et maintenant. Épilogue, postface, référence bibliographique. Donc c'est vraiment pas un voyage, de multiples voyages auxquels tu nous convies, et j'espère que la simple lecture de ces chapitres vont à nouveau nous faire nous poser des questions ou avoir envie de te poser des questions, peut-être raisonner déjà pour
les uns ou les autres ici présents qui voudraient maintenant prendre la parole pour un petit temps d'échange hein, qui va nous réunir encore le temps qu'il faut. Voilà, ce soir, euh, faisons-nous cet honneur à toi et à nous de prendre le temps et de sortir un petit peu de l'urgence du monde. Voilà, je passe la parole à la salle pour qui voudra la prendre. Alors, Mariana, à toi, puisque tu as levé la main. Voilà, remets juste ton micro et tu peux parler. Ah, tu n'arrives pas à le trouver. Alors, pendant que tu cherches à réactiver ton... Ah, peut-être Natalia peut essayer de te réactiver de son côté en tant que Voilà, grande maîtresse. merci. Est-ce que le son est rétabli? Oui, oui. Donc, d'abord, féliciter toute cette équipe extraordinaire qui a composé cet ouvrage. J'ai été éblouie par sa lecture en avant-première, par la gentillesse de Marc de m'avoir soumis le manuscrit. Et j'ai pris quelques notes pour cette occasion, pour lui poser quelques questions et sur des passages forts. Euh, donc, il dit, en vérité, ce jardin, pour être un jardin intérieur, ou pour reprendre les mots de René Char, un vœu de l'esprit, et un contre-sépulcre, ne cesse de croître et de s'enrichir en chaque étape de mon existence. C'est un jardin où trouvent place tous les jardins du monde. Et sans doute n'existe-t-il d'autre lieu que je puisse nommer mon pays. Et j'ai rapproché ce passage d'un passage de Michel Foucault lorsqu'il était en Suède et qu'il ne parlait pas suédois et qu'il a dit le seul endroit où je me sens chez moi, c'est lorsque j'écris. Et il dit qu'en fait, sa maison, c'est le beau danger d'écrire. Et donc, je voulais demander à Marc, j'avais plusieurs questions. Marc, je vais essayer d'être courte. Je vais commencer par celle-là. J'aurai une ou deux citations à passer avec toi. Mais donc, chez toi, c'est où finalement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut passer la main? Est-ce qu'on peut passer la main? Non. Bon, Qu'est-ce que tu je veux me Ah dire oui, passer demande la oui, main? aussi. c'est-à-dire passer la main, ne Oui. pas répondre. Non, non, je me demande aussi. euh, Évidemment, c'est pas une expérience unique. Je crois que toutes les personnes qui se sont expatriées d'une manière ou d'une autre dans la vie, vous l'ont vécu. Le double exil, c'est un thème qui a été beaucoup traité, hein. Donc, après 21 ans au Mexique, je ne suis pas chez moi en France. Je ne suis peut-être plus français, mais je ne suis pas non plus devenu mexicain. Donc, le chez moi, c'est ce que j'emporte dans le voyage, dans le trans, dans le transit, dans le trans-espace, dans le trans-sibérien, dans tout ce que vous voulez. Donc, ce n'est ni un lieu ni un autre. Bien entendu, Domingo me posait la même question, hein. Mais je crois que beaucoup de personnes ont vécu cette expérience-là. C'est pas du tout un privilège personnel, mais, mais j'ai envie de dire que oui, c'est un privilège, bien qu'inconfortable, bien que très inconfortable. C'est un privilège de n'être ni ici ni là-bas, mais ici et là-bas en même temps et encore ailleurs. Parce que, bon, dans mon histoire personnelle, il s'agit de la France et du Mexique, donc de l'Europe et de Abya Yala, le continent honteusement mal nommé Amérique latine, autre thème. Mais il s'agit aussi, bon, Borges dit, je suis tous les livres que j'ai lus. Je pourrais en dire autant, et je suis tous les pays que j'ai traversés, je suis tous les regards qui ont croisé le mien, je suis toutes les langues que j'ai écoutées sans toujours les comprendre, et peut-être surtout celles que je ne comprends pas, pour en revenir au thème de l'altérité. Je suis du côté de la non-prétention à la traduction universelle. Il n'y a pas de traduction universelle, il n'y a pas de traduction tout court, il n'y a que des langues étrangères, et je suis toutes ces langues étrangères. Et justement, le jardin, c'est le seul espace dans lequel l'étrange ou l'étranger peut croître à côté du proche, du familier et du même. Je crois que c'est ça pour moi le symbole du jardin.
Et alors, il faut quand même que je vous donne deux éléments qui vont émouvoir ma cousine Eliane, si elle est toujours là, parce qu'elle connaît les lieux dont je parle. Et j'en parle deux fois dans le bouquin, une fois dans le premier chapitre et une autre fois dans le dernier ou l'avant-dernier. Euh, la rue des Jardins, c'est la rue dans laquelle est située la maison qui a été la maison de mes grands-parents maternels dans la ville frontalière de Sarreguemines, en Moselle, frontalière avec l'Allemagne. Cette rue s'appelait rue des Jardins parce que toutes les maisons avaient un jardin. Dans la partie arrière de la maison, c'était des jardins. Et toutes ces maisons communiquaient par leur jardin. Voilà. Donc pour moi, la rue des Jardins, c'est le foyer par excellence. Et ma cousine ici présente, Eliane, la connaît aussi bien que moi, sinon mieux, cette maison, tout ce qu'elle implique et tout ce qu'elle a signifié pour toute notre famille. Bien. Lorsque je me retrouve au Mexique après un dernier voyage en France où je me suis séparé de la rue des Jardins d'ailleurs, je me retrouve dans un endroit qui m'offre un jardin touffu. Et l'une des plantes croissant naturellement dans ce jardin il se trouve qu'on l'appelle en espagnol la ruda. Et comment ça s'appelle en français? Eh bien, en français, ça s'appelle rue des Jardins, cette plante-là. Elle s'appelle la rue des Jardins. Je ne l'ai pas inventée. Hein. C'est une plante qu'on connaît depuis le Moyen Âge en Europe. Elle a des vertus magiques, dont certaines considérées comme bénéfiques et d'autres comme maléfiques. Elle chasse les mauvais esprits. Enfin bon, je ne vais pas vous faire tout un discours sur la plante, parce qu'évidemment, je me suis documenté. C'est tellement fascinant, ça ne s'invente pas. Bref, j'ai quitté la rue des Jardins pour retrouver la rue des Jardins dans un jardin. Et la deuxième partie, eh bien, figurez-vous que j'ai découvert par la suite que le mot jardin provient non pas du français ni de l'allemand, qui sont les deux langues qui nous ont été colonialement imposées, mais provient du francique rhénan, qui est la véritable langue maternelle. Ce qui a donné Garten. Gart, le radical Gart qui donne jardin. Eh bien, voilà, c'est ma langue maternelle. Alors peut-être qu'en effet, le véritable pays, c'est une langue, mais c'est pas la langue qu'on t'a imposée. Je crois que la plupart d'entre nous parlons des langues qui nous ont été imposées. Et alors au Mexique, on pourrait en dire long à ce sujet. Il y a 60 familles linguistiques et à peu près 360 selon les comptes variantes de langues au Mexique. Hein. Mes grands-parents on leur a imposé le français, on leur a imposé l'allemand, alors que ma langue maternelle n'est ni le français ni l'allemand. C'est la langue qui a donné le mot jardin. Voilà. Alors, j'ai envie de vous lancer un gros mot que j'utilise avec insistance dans le texte. C'est le mot orthoterrorisme. Je crois que je l'ai inventé. La défense de la diversité, la résistance au nom de la diversité, c'est la lutte contre l'orthoterrorisme. L'orthoterrorisme, ce sont toutes les formes par lesquelles une mono tente d'écraser et de s'imposer contre toutes les hétéro, pluri ou polylogiques possibles. Alors, évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est la monoagriculture intensive qui écrase toutes les formes de diversité, de biodiversité et de diversité agricole et qui est en train de causer la mort de la planète. J'arrête là-dessus. Je vais continuer. Donc, pour relier avec ce que tu as dit, où sommes-nous chez nous? Dans ton livre, tu affirmes une confiance inébranlable en ce qui advient. Et donc, il dit, je te lis, hein, Marc, en congruence avec ce qui précède, je veux réaffirmer, en forme de pari, ma confiance inébranlable en ce qui advient, ayant présente à l'esprit les ruptures les plus brutales qui m'affectèrent et les rebonds inespérés qu'elles provoquèrent depuis le lugubre processus de retour à l'ordre qui suivit promptement l'embrasement de mai. Devenir homme, c'est 68. tomber de haut, chantait Félix Leclerc, on est ici au Québec, hein, 45. Je veux réaffirmer qu'il n'existe pas de cul-de-sac, d'impasse, de piège dont on ne puisse sortir ou s'arracher. Et je continue un peu plus loin.
où tu nous cites euh, Charles toujours, comment vivre sans inconnu devant soi. Oui. Cette conviction, c'est pas du tout elle n'est pas du tout d'ordre intellectuel. Intellectuellement, nous avons peut-être plus que jamais, qui sait, plus de raisons que jamais de désespérer de la situation du monde, aussi bien de l'humanité que des formes non humaines de vie sur la planète. Mais ça, ce sont les réflexions savantes, intelligentes et rationnelles que l'on peut faire. Mais la, la conviction profonde, elle est organique, elle n'est pas intellectuelle. Justement, c'est là qu'on rejoint le sentipensar. Euh, et cette conviction-là, si tu as un jardin, justement, l'orage casse tout, l'hiver casse tout, euh, les, les produits chimiques du voisin cassent tout, eh bien, il y a toujours quelque chose qui renaît. On dit aussi en espagnol, là où il y a eu un jour des graines, un jour quelque chose repousse. Que tu l'aies voulu ou pas, que ce soit par toi ou pas. En général, c'est pas à travers toi. Bon, moi, je n'ai plus de jardin où je suis parce que pour des raisons biographiques différentes, j'ai dû déménager plusieurs fois au cours de la dernière année. Mais dans un pot, je vois apparaître un tomatier, je vois apparaître un plant de tomate. J'ai jamais planté cette tomate. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Je ne sais pas comment il est arrivé là, mais les graines volent et les graines résistent absolument à tout, y compris à la folie humaine. Peut-être que l'humain ne résistera pas à la folie humaine, mais les graines, si. C'est suffisant. Je termine, Marc, par acquis de droit. Ah Acquis oui, de droit, vous avez entendu, c'est le bruit de votre monde qui s'effondre. C'est celui d'une autre qui ressurgit. Le jour qui était le jour, il faisait nuit. Et le jour qui sera le jour, il fera nuit. alors ça, évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est une citation de celui que l'on appelait pendant un certain temps le subcomandante Marcos. Il s'est fait appeler ensuite délégué zéro, délégado zéro, dans un grand mouvement d'humilité, en disant moi je suis commandant de rien. C'est Marcos qui dit ça il y a quelques années lors d'un grand mouvement des communautés indigènes insurgentes, zapatistes ou néo-zapatistes au Chiapas. Et le monde qui s'effondre, on pourrait dire, pour simplifier, que c'est le monde occidental ou le monde soumis à l'orthoterrorisme occidental, et le monde qui renaît, ce sont les mondes, et là on parle de la multiplicité et de la diversité, ce sont les multiples graines qui renaissent après l'orage, après la tempête et après la destruction industrielle un peu partout sur la planète. C'est Marcos qui dit ça. C'est la plus belle citation que j'ai pu trouver. Mais peut-être en effet, faut-il que beaucoup de choses encore s'effondrent pour que celles qui sont en train de naître puissent avoir un peu de place et un peu de lumière. Natalia, tu reprends la main. Merci infiniment, Mariana et Monsieur Klein. Donc, j'aimerais partager avec vous, Monsieur Klein, ma lecture de votre ouvrage. Merci infiniment pour nous avoir confié votre ouvrage. Et ensuite, j'aimerais dire que ce qui frappe d'abord dans les clés des champs, c'est que nous ne sommes pas face à un essai classique. L'ouvrage se présente plutôt comme un cahier, un cheminement, un tissu vivant. Il croise des éléments autobiographiques, des souvenirs d'enfance, des analyses historiques, des réflexions philologiques, des méditations politiques, des références poétiques et des fragments plus intimes, mais aussi une pensée très forte sur l'éducation, le théâtre, la corporéité, les peuples originaires, la terre, le vivant. Et le titre lui-même ouvre plusieurs pistes. Prendre la clé des champs, c'est, à mon avis, sortir d'un espace normalisé, quitter les cadres imposés, échapper à ce qui enferme. Mais dans votre livre, les champs ne sont pas seulement un lieu d'évasion.
Ils deviennent eux-mêmes des clés pour penser autrement, pour sentir autrement, pour habiter autrement le monde. Le sous-titre cahier d'un retour au jardin d'origine est également très important. Il ne s'agit pas d'un retour nostalgique vers un passé perdu, il s'agit plutôt d'un retour paradoxal, un retour qui passe par l'exil, par le déplacement, par la traversée. Vous partez d'une mémoire frontalière entre France et Allemagne, d'une enfance marquée par la langue, le jardin, la terre, l'héritage familial, puis le trajet s'ouvre vers la Méditerranée, vers le théâtre, vers le Mexique jusqu'à cette idée très belle, retrouver un lieu juste, non pas comme possession, mais comme manière d'être au monde. C'est pourquoi le livre est aussi un appel à renouer avec nos racines multiples, à reconnaître la diversité des modes d'existence, à penser l'éducation comme espace interculturel, à redonner toute sa place au vivant, à la terre, à la présence. Donc, il y a dans ces pages une exigence politique, mais aussi une douceur, une attention, une forme de tendresse envers ceux qui demeurent fragiles, minorés, oubliés ou menacés. Et Monsieur Klein, j'ai une question à vous poser. Qu'aimeriez-vous que les lecteurs retiennent principalement de ce livre? Ça, c'est une question difficile, chère Natalia. Bon, je vais m'en sortir par une presque boutade. Euh, j'aimerais, j'aimerais que les lecteurs retiennent ou retinssent, si on utilise encore l'imparfait du subjonctif, principalement les blancs entre les mots. Voilà. Les blancs entre les pages. Eh bien, l'art maintenant, il laisse des blancs dans les pages des livres. Alors au début, je me demandais pourquoi diable il voulait laisser tant de blancs. Maintenant, je trouve ça très bien parce que ça permet au lecteur de respirer. Euh, je le dis en forme de boutade, mais en réalité, je pense à la poésie. Et la définition que j'ai donnée souvent quand on m'a posé la question, il m'est arrivé de donner des cours tout de même, de la poésie. Ben, la poésie, c'est le blanc entre les éléments d'un texte. C'est un texte discontinu. Et donc, ce qui discontinue les textes, c'est le blanc entre les vers ou les non-vers. Et c'est ça la poésie. Et ben, j'aimerais bien que le lecteur, la lectrice ou euh, les, les, les humains et humaines qui me lisent retiennent la respiration, le blanc et l'intervalle entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Monsieur Klein, permettez-moi finalement de vous dire que ces blancs sont déridiens par excellence et ils me font penser aux notions de marge et de différence chez Derrida, qui ont constitué d'ailleurs le centre de l'un de mes articles qui paraîtra bientôt dans la revue romaine de philosophie. Et j'aimerais bien vous l'envoyer une fois publié. Donc merci encore une fois. Je vous en prie, Natalia, vous nous en devez aussi un autre que vous m'avez promis sur le Oui, cinéma de certainement. Tarkovsky. Oui, certainement. Je l'ai Tarkovsky, déjà diffusé. Oui, je l'ai déjà envoyé par mail, mais je peux l'envoyer une deuxième fois. Merci, Monsieur est-ce que vous Klein. me l'avez envoyé par mail? Oui? Oui, oui. Ah, parfois il y a des mails il y a beaucoup de mails qui vous échappent. Je vais chercher. On peut mentionner Aucun Tarkovsky parce problème. que ce que représente le cinéma de Tarkovsky c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine de l'esthétique occidentale. Euh, Justement, c'est la force de l'image qui ne représente rien. L'autrice qui a très merveilleusement parlé de l'esthétique de Tarkovsky s'appelle Pilar Carrera, elle écrit en espagnol, et elle dit Tarkovsky, c'est une métaphore, ce sont des métaphores qui ne sont métaphores de rien. Ce sont des images qui ne représentent pas. Ce sont des images qui occupent toute la présence du regard sans renvoyer à quoi que ce soit d'autre. Alors c'est ça la pluie, par exemple, chez Tarkovsky. Donc c'est ce qui m'a fasciné et qui, pour moi, renvoie vraiment à une de mes obsessions, je dirais, dans le domaine du théâtre. Comment arriver à traverser l'écran de la représentation pour accéder à quelque chose qui soit
encore et à nouveau de l'ordre de la présence. Mais le cinéma de Tarkovsky, c'est ça. C'est pour ça que je vais vous lire Natalia. Entre autres textes, dont je sais que vous êtes prolixe. Merci, Monsieur Klein. Merci. Bien. Eh ben, la parole est... On continue à donner la parole à la salle. Si d'autres personnes souhaitent faire un partage. Allons, mes amis, ne soyez pas timides. Je, je, euh, je voudrais. Oh là, c'est compliqué ça. Voilà que je me démultiplie. Je ne sais pas comment. Je vous invite d'écrire ou bien de taper votre question dans le chat, si c'est possible. Attendez, est-ce que ça marche là? Ah oui, Non. on entend. Oui. Oui? D'accord. Oui, dans la préface, j'essaye plusieurs définitions qui ne conviennent pas du tout pour, euh, pour votre ouvrage. Et je dis à la fin, c'est un projet. Euh, après être passé par une tragédie, j'ai oublié. Et là, entends à nouveau cette puissance du projet, en ce sens que au, au- au centre de tout ce qu'on aborde, de tout ce que vous abordez, il y a cette autre chose. Et cette autre chose me semble contenue en germe dans ce mot d'inconnu. C'est un mot galvaudé, on ne peut plus. Et pourtant, chaque fois que par l'expérience, par toutes sortes de rencontres, d'échanges, etc., on se retrouve vraiment confronté à l'inconnu, c'est en réalité une expérience extrêmement forte, parfois même violente, parce que très déstabilisante, toujours, et qui n'a pas, c'est même le sens même du mot, qui n'a pas son advenir prédéterminé, décidé. Or, c'est vraiment l'expérience la plus fabuleuse qu'on puisse vivre et en même temps qui nous fait peur. En fait, je crois que la plupart de nos activités sont juste pour échapper à l'inconnu plus que de s'y confronter. Et au fond, voilà, ce que dans la préface, je cherchais ce courant souterrain vers un advenir qui n'est pas seulement artistique, philosophique, tout ce qu'on veut, mais qui est celui d'une humanité en germe aussi, qui a bien du mal à fleurir, ou je ne sais pas quel mot, mais qui se cherche à travers ça. Et là, il me semble que là, il y a une potentialité énorme, énorme. Et même peut-être un espoir, peut-être. Bon, c'est mon ressenti, hein. Je ne sais pas ce qu'en pense l'auteur. Évidemment, Marc, évidemment, ça me renvoie tout à fait au thème, comment dit-il, Freud en allemand, das Unheimliche, traduit, si je ne m'abuse en français, par l'inquiétante étrangeté. Et j'essaye de développer un petit peu sur plusieurs pages du texte mon hypothèse que comment dirais-je, la dynamique profonde du colonialisme et ou de la colonialité, c'est justement la terreur face à cet inconnu en soi, la terreur face à l'autre en soi.
la terreur face au sauvage en soi. Alors, il y a un auteur mexicain que je cite beaucoup parce qu'il m'a vraiment ouvert les yeux. Il s'appelle Roger Bartra, si je ne m'abuse, oui, qui parle du thème du sauvage. Et il explique très bien que le mythe du sauvage a été inventé par l'Europe, par la pensée européenne depuis les Grecs. Il y a des représentations dans l'iconographie. Il a été inventé par les Européens bien longtemps avant que les colonisateurs assassins venus d'Europe ne rencontrassent des personnes de couleur de peau différentes qu'ils considéreront comme des sauvages, c'est-à-dire des habitants de la selva, c'est-à-dire des habitants de la forêt. Le sauvage, on l'avait dans la tête avant de le rencontrer en traversant l'océan sous les traits des natifs des autres continents. Et Bartra me paraît, alors pour moi c'était lumineux cette explication, et ça me fait penser qu'effectivement, et c'est ça que j'appelle l'orthoterrorisme, hein, la pulsion essentielle qui va avec, évidemment, l'avidité économique absolument hideuse, euh, la volonté d'écrasement social, sexuel, culturel, etc., des peuples conquis, mais le fond du fond, c'est peut-être d'écraser l'autre en soi, d'écraser l'autre dont on a le plus peur, et l'autre en soi. Donc, je crois que c'est une affaire qui est, je dirais, qui concerne tous les domaines de l'expérience humaine, du psychanalytique au politique. La question du rapport à l'autre en soi et donc de l'inconnu. Et l'espérance, elle est là. L'espérance, elle n'est que dans une autre manière de permettre que surgisse et de permettre de voir ou d'accepter et de reconnaître ce que j'appelle l'autre-té, qui est l'espace de la diversité, qui est l'espace du jardin, dans lequel, à un moment donné, va surgir une plante que tu ne connais pas, qui n'est pas celle que tu as plantée, qui ne sont pas les graines que tu as semées, qui est autre chose. Et c'est peut-être la seule vivante. Merci. Désolé, l'image n'apparaît pas, mais je suis, je bois vos paroles. Ah. J'espère que nous aurons l'occasion de boire un verre ensemble, tout de même, et pas seulement des paroles. Très volontiers. J'ai levé la main, si je peux me permettre. Vas-y. Je voulais répondre aux deux Marc, à Marc Samit et à Marc Klein. D'une part avec Derrida qui dit que dans la pharmacie de Platon, que en fait le métier de, ce botaniste, entre guillemets, qui va guérir, c'est d'exorciser la peur, Oui, d'exorcisme. Et oui. il y a dans le livre une prière. Et je me suis dit que pour conclure peut-être cet échange, je ne sais pas si on va conclure, mais je voudrais lire la petite prière que Marc a notée. S'appelle Prière populaire d'origine inconnue pour exorciser la peur. Donc, allons-y. Avec cette herbe, je te bénirai pour que fleurisse ta lumière. Je bénis ta vie avec des feuilles de rue pour éloigner de toi la douleur. Je bénis ta vie avec des feuilles de basilic pour que tu vois au-delà des soirs. Je bénis ta vie avec des feuilles de romarin pour qu'elles te protègent de la maladie et du mal d'amour. Je bénis ta vie avec des feuilles de sauge pour que s'accomplissent tes rêves. Je bénis ta vie avec des feuilles de thym pour attraper tes cauchemars. Je bénis ta vie avec des feuilles de lavande pour qu'elles te donnent paix et bonheur. Je bénis ta vie avec des feuilles de laurier pour que fleurisse en toi la force. Oui, Mariana, je n'ai pas inventé, hein, je l'ai traduite de l'espagnol et réellement, je ne sais pas quelle en est l'origine. C'est beau, hein? Et Et, réellement, je ne sais pas quelle en est l'origine, et mais ça ça raconte exorcise peut-être, la oui, peur, comme dit. J'ai été la chercher dans la pharmacie de Marc Klein.
Mais je vais te dire une chose, Mariana, dans beaucoup de maisons, autour de beaucoup de maisons, même si on a un tout petit jardinet ici, eh bien, on les trouve toutes ces plantes. Je viens de noter, là, la terrasse qui est derrière moi, j'ai dans un pot de la rue, du basilic, du romarin, du thym, de la lavande. Et il me manque, à la sauge, j'en ai qu'ailleurs, il me manque encore le laurier. Mais ce sont des plantes qui sont traditionnellement utilisées depuis extrêmement longtemps. Et curieusement, on les retrouve sur quasiment toutes les terres de la planète, sous des climats C'est extrêmement vrai, j'en différents. ai aussi chez nous. J'en ai aussi Oui, chez nous. Au Moyen Âge, l'assortiment de plantes, il était utilisé il était censé protéger les croque-morts qui ramassaient les cadavres morts de la peste. Donc, et la rue, notamment, la fameuse Ruda, la rue des Jardins, est une des plus puissantes. C'est très bonne pour la vue aussi. Voilà. Faut le lire, ce livre, hein? Florent, tu es muet. J'ai essayé de réactiver mon micro sans succès, donc je le fais à la main. Merci pour cette belle lecture, Mariana. Alors, dans le chat, nous avons plusieurs amis qui regrettent d'avoir dû partir avant la fin, mais qui se réjouissent que ce soit bientôt mis en ligne. Natalia m'enverra le lien de téléchargement et je me chargerai de le mettre en ligne et de prévenir sur la liste, hein, pour ceux qui ont dû partir ou qui n'ont pas pu assister. J'ai vu Hubert faire un bref passage tout à l'heure. Patrice Claude te félicite, Marc. Hein, je me permets de lire ce qu'il a écrit. N'ayant pas encore lu l'ouvrage, je me limiterai à féliciter l'ami Marc, a enfin écrit en majuscule, publié des clés, dit-il, d'explicitation de sa pratique et d'une partie de ses réflexions affectives, émotionnelles, intellectuelles et toutes les autres. Merci de ces partages. Je pense que Patrice, tu as très bien résumé. Tu es donc en communication de pensée avec Marc Georges, hein, puisqu'il s'agit effectivement de tout ça. Et puisque nous nous acheminons tranquillement vers la fin, hélas déjà, de cette rencontre, c'est peut-être le moment non pas de parler maintenant ou se taire à jamais, mais de partager encore quelques petites paroles pour les uns ou les autres qui, même s'ils n'ont pas lu forcément l'ouvrage, connaissent l'auteur et son œuvre et peut-être peuvent nous faire part de leur impression parvenue à l'issue de cet échange. Est-ce que ce qui a été dit par rapport à ce que vous connaissez de Marc vous a l'air de venir d'une autre, peut-être même d'une exoplanète, ou bien est-ce que au contraire, vous avez eu le plaisir de retrouver des traits affectifs, émotionnels, intellectuels, professionnels de ce qui a pu être partagé ce soir autour de Marc Georges? Vous me permettez de dire un mot à Patrice en attendant? Mais bien sûr, vas-y, ça fait partie de nos échanges et puis après, on laissera Natalia clôturer la soirée. Salut l'ami marin, je t'embrasse. Et je te rappelle que de Saint-Nazaire aux terres d'ici, il y a des voies maritimes, hein, et que tu pourrais très bien venir en voilier jusqu'ici. Alors on t'attend. Parfait. Bon, bah écoutez, si on... Ah, vas-y, Patrice, à toi. Ben, merci beaucoup, Marc. Je sais que c'est pas la première invitation. Effectivement, je prendrai pas l'avion pour aller au Mexique. Si j'ai l'occasion d'aller en voilier, ma foi, pourquoi pas. En tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai pu écouter tout ce que tu as pu présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc. À bientôt. Bien, bah, peut-être un petit mot pour conclure auprès de Gaël ou de Eliane, dont, si j'ai bien compris, tu te sens très proche par des liens familiaux ou d'amitié. Est-ce que l'une de vous deux auriez-vous envie ou
Jean-Paul aussi, qui nous fait le plaisir d'être là depuis le début en visio. Peut-être si l'un de vous trois souhaitait terminer au titre de l'audience, ou tous les trois, avant de laisser Natalia conclure. Eliane. Merci, mais pour des raisons, comme dirait Marc, biographiques, je suis trop émue pour parler aujourd'hui. Pardon, j'étais en train de remercier Eliane de cette sincérité et de ce partage émotionnel auquel je suis moi-même aussi très sensible et qui montre cette richesse, hein, sur différents niveaux de réalité. Je crois on s'est nourri vraiment corps, il en a été beaucoup question, émotion, intellect et au-delà du mental, hein, tous ces niveaux de réalité qui se touchent, qui s'entrecroisent, cette évocation des 1000 plateaux que tu faisais tout à l'heure, Marc-Georges. On les avait ramenés à 10, il y a 20 chapitres, hein, donc il y a au moins 20 plateaux à explorer grâce à toi. Gisèle, je vois que vous avez Gisèle, activé votre micro. oui. Non, je pensais pas parler, mais bon, je peux parce que euh, j'ai la chance. J'ai la chance d'avoir eu plein de rencontres avec Marc et voilà, c'est comme mon petit frère, pour ne pas dire mon fils. J'ose pas, mais peut-être, je devrais. Euh, mais ce qui me frappe tout de même, c'est une sorte de paradoxe, à savoir quelqu'un d'intelligent qui manie les mots comme personne. Enfin, vraiment, j'ai toujours admiré cet art du mot qu'il a et dont il se méfie et qu'il oppose à la présence. Et il n'y a pas de raison de les opposer, évidemment, pour moi. Je trouve que, au contraire, il se combine chez lui d'une manière merveilleuse. Et j'ai cette pratique de lui depuis toujours et je m'en félicite. Merci Gisèle, vous venez d'illustrer le principe du tiers inclus, hein, qui montre qu'effectivement nous avons au mieux affaire à des antagonismes, mais certainement pas à des oppositions, et que nous cherchons le commun, hein, dans tout ce qui se manifeste et dans tout ce que nous manifestons. Merci beaucoup pour votre partage. Alors je retente de donner la parole à Jean-Paul, je ne sais pas s'il voudra la prendre ou pas. Il faut mettre le micro, Jean-Paul, pardon. Ou Natalia, si tu peux aider à mettre le micro peut-être de ton côté. Oui, j'essaye de le faire. Oui, Si, voilà. réactiver le son. Bon. Ben, contrairement à ce que je viens d'entendre, je ferais peut-être une opposition entre les mots et la présence, du moins les mots, quand ils tournent entre eux, qu'ils se séparent de la réalité du monde ou de la réalité de la vie. Donc, je dirais merci à Marc d'avoir parlé de présence, qui est le mot clé de mon poète préféré avec Baudelaire, c'est-à-dire bonne foi. D'opposer présence et représentation, ça a été sa lutte toute sa vie. Alors, c'est un des sujets qui est passé tout à l'heure. Donc, je ne comprends pas tout, mais quand ça parle ma langue, tout d'un coup, je m'y reconnais. Et surtout en amitié avec Marc, moi aussi, j'ai eu le droit de passer de bons moments avec lui. Voilà. Parfait, merci. Et nous terminons avec cette illustration de la complexité, hein. Tiers inclus, niveau de réalité, complexité, les trois fondements de la transdisciplinarité, magnifiquement illustrés ce soir dans nos échanges au travers de cet ouvrage de Marc Georges. Natalia, si tu veux bien conclure la soirée. Au terme de cette rencontre, je tiens à remercier très chaleureusement Monsieur Klein, Monsieur Zamit, Monsieur Adamé, Monsieur Pasquier,
ainsi que toutes les personnes présentes pour la qualité de cet échange autour des clés des champs. Nous sommes très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous et nous vous souhaitons une excellente fin de journée ou une bonne Parfait. soirée plutôt. 2 heures se Merci. sont écoulées. Oui, oui, oui. Merci à tous pour votre patience. Et Merci Marc, merci Florent, la merci vidéo Merci Nathalie. infiniment à sera toutes et à tous bientôt en ligne. qui m'avait vraiment fait un immense plaisir par votre présence aujourd'hui. C'est vraiment formidable. Merci et à bientôt. Gracias. Merci. Gracias. C'est un À plaisir, bientôt. Natalia, Muchas estar gracias a todos. Logan. Ujú. Permiso. Ujú. Aceptar.